cacao, c'est ça, les blancs mangent. C'est étonnant. Quand on mange du chocolat, on importe de la pauvreté. Ça peut aller. Salut, vous avez dû le voir, le prix d'une tonne de cacao est passé au-dessus des 10 000 $. Et 10 000 $, c'est plus cher que le prix d'une tonne de cuivre. En fait, le cours est à son niveau le plus élevé depuis les années 70. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de venir avec nous. On va faire une plongée au cœur d'une plantation de cacaoyers pour aller voir tout au bout de la chaîne, pour comprendre comment vivent ces petits producteurs qui, à 80% d'entre eux, vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. On le rappelle, c'est moins d'$1 par jour. Notre guide sur place, c'était Anicette. Elle est chef de projet pour l'entreprise Sobigreen. Nestlé paye Sobigreen pour accompagner les agriculteurs face à ces différentes problématiques et aussi, il faut bien le dire, pour augmenter ses rendements. C'est ça. Et nous donc, on avait rendez-vous avec elle à Gagnoa, une ville majeure dans la culture du cacao, qui est aussi le chef-lieu de la région du Go, au nord-ouest d'Abidjan. Ensuite, après avoir parcouru des pistes seulement praticables en 4x4, on a rejoint un tout petit peu plus au nord, le village de Biakou. Exactement. Et vous allez le voir, il nous restait encore une dernière étape avant de rejoindre les plantations d'Armand et Zimako. Toi, tu m'emmènes? Comment tu t'appelles? Joël. Tu as confiance en toi? Si tu tombes. Elle est serrée et étroite, hein. Et la star, ça y est, elle prend déjà trop son rôle à cœur. Non mais là elle s'enflamme, mais quand s'enflamme. elle va devoir répondre Devant à la des questions. caméra. Ça bosse là. Et à l'intérieur, c'est tout refait. C'est comme ça, Ouais, comme ça. elle commence à se briser. Super. Tu ne la mâches pas, tu la lapes. Je la suce. Oui, Je la mets dans la bouche et je la suce. oui. C'est bon? Ouais. Il y a un côté bonbon un peu. Donc tu dois juste la laper jusqu'à ce que tu ne ressentes plus l'amande et la pulpe qu'il y a autour. C'est super bon. Et lui il a croqué. Il a croqué. Eh ouais, je me suis fait avoir. Il a croqué. Une fois qu'on a cassé la cabosse, on va la mettre dans les feuilles de bananier et la mettre dans cette enceinte-là. On va juste placer là-bas une cuvette, un récipient qui va permettre de réceptionner l'eau. Donc l'eau de cacao, le jus qui est issu de cette pulpe-là. Voilà, ça. Ce jus-là, on va le consommer. On l'appelle le jus de cacao. Il est très bon. Alors évidemment, dans un pays qui est l'un des leaders économiques de l'Afrique de l'Ouest, cela représente beaucoup le cacao. C'est 14% du PIB national, 24% de la population vit directement ou indirectement du cacao. En gros, un Ivoirien sur 4. Ce n'est pas sans conséquence pour le pays. Tout d'abord, il y a la déforestation, avec 90% des forêts originelles qui ont été rasées en un siècle. Les plantations de cacaoyers en sont bien sûr en grande partie responsables. Il y a aussi le travail des enfants sur ces parcelles. Bien sûr, le sujet est mieux pris en compte par les multinationales et par le gouvernement ivoirien. En 2020, on parlait quand même de 800 000 enfants qui travaillaient dans des plantations de cacaoyers, principalement sur l'exploitation de leurs parents, principalement parce qu'il y a aussi un problème de traite des êtres humains, notamment pour la main-d'œuvre burkinabé. Bon, je suis venu à la cueille du cacao après le décès du vieux. C'était un héritage pour moi. J'ai juste un hectare. J'ai au moins 5 personnes que je nourris. Le travail d'enfant dans les plantations, là, c'est pas bon. L'enfant, lui, il a droit à la scolarisation, il a droit à aller à l'école. Parfois, madame m'accompagne pour apporter de l'eau, faire ses petites cultures comme piment, aubergine, gombo. Puis bon. Nous, les paysans, là, on était tous braqués sur cacao-culture. Ce n'était pas la meilleure solution pour détruire la forêt. Par exemple, moi, j'ai mis une porcherie en marche. J'ai envie encore de faire deux choses. Mon poulailler, je tiens vraiment à ça. D'ici l'année prochaine, Dieu fera grâce, je vais le faire. Le cacao, c'est ça, les Blancs mangent beaucoup. Donc, vraiment, moi, j'ai dit à mes frères
d'être dans le cacao. Elles sont pata. Attends, mon âge, non, on ne dépend pas l'âge d'une femme. En Afrique, on n'a pas l'âge d'une femme. Ça se fait pas. Salut. Le programme accélérateur de Nestlé a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la taille, où il s'agit d'entretenir la parcelle. Voilà. Après, on a l'agroforesterie. Il faut planter des arbres dans la parcelle pour toujours maintenir en fait, la productivité et puis l'environnement de la parcelle. Après, on va parler de la scolarisation, où on va inciter les producteurs à scolariser leurs enfants, à vérifier l'assiduité de cette scolarisation-là. Et en dernier lieu, la diversification des revenus. Parce qu'on sait que le cacao ne produit pas sur toute l'année. Donc pour chaque activité, il y a une incitation de 100 € par an. Et pour un ménage qui a fait les 4 activités, à la fin, vous avez un autre bonus de 100 €. C'est sur 2 années. Après la 2e année, quand on arrive dans la 3e année, le bonus diminue de moitié. Après, on retire l'incitation et le producteur lui-même doit pouvoir continuer ces activités-là parce qu'il a vu que ce sont des activités qui sont bonnes pour lui. Ici, le programme est à sa 3e année. Les incitations ont baissé, mais on voit que les producteurs ont toujours l'engouement de toutes les activités du programme et veulent continuer. L'intérêt de Nestlé à faire ça, c'est pour permettre aux producteurs de vivre heureux. Et puis après, garantir leur approvisionnement. Donc c'est un partenariat qui permet à Nestlé de garantir son approvisionnement auprès des coopératives. Gagnant-gagnant. C'est bon? C'est bon. Coupé. Tu peux le mettre là, voilà, comme ça, regarde. Je m'appelle Daniel, j'ai 10 enfants, 3 garçons, 7 filles. Moi et mon mari, on a un champ de cacao, on s'en sort bien. Plus tard 4 heures, je suis déjà réveillée. Je balaye, je mets l'eau des enfants au feu, je les réveille pour qu'ils vont se laver pour ne pas aller en retard à l'école. Je vais vivre longtemps pour soutenir mes enfants tant que je suis encore là. Quand on vend le cacao, c'est cet argent qu'on prend pour sécuriser les élèves. Et moi aussi, si j'ai un peu de problèmes, si les enfants sont malades, c'est cet argent qu'on prend pour les amener aussi à l'hôpital. Ça nous aide beaucoup. On remercie beaucoup Nestlé pour ce qu'ils ont fait pour nous. Ils nous ont beaucoup aidés. Depuis qu'on a commencé à faire la coopérative, on s'en sort. Nestlé nous donne aussi parce que sur nos puces, ils envoient 65 000 pour nous les femmes. Et les enfants, 32 000. Je suis heureuse. Parce qu'avant, je ne gagnais pas ça. Je ne gagne rien. Mais aujourd'hui, grâce à Nestlé, je gagne un peu d'argent sur ma puce. Et ça m'aide aussi beaucoup. Alors ? Ce n'est pas très représentatif de la dure réalité que rencontre l'extrême majorité des producteurs du fait de l'économie du cacao, qui ne rémunère pas assez, pas au niveau de ce dont il y a besoin pour que les familles de cacaoculteurs aient une vie décente. Ce sont des expériences pilotes qui sont intéressantes, mais le gros enjeu qui est posé à la filière, c'est quelle capacité d'en faire une généralisation. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer. Donc la prime, c'est bien pour impulser, mais il faut changer le cœur du réacteur. Et ça demande de revoir un peu en profondeur ce qu'on achète, à quel prix on l'achète et surtout toute la chaîne, comment elle définit son prix pour que nous, consommateurs, on ait entre nos mains un produit dont on soit sûr que le prix qu'on paye est un prix qui va avoir un impact concret sur le terrain, enfin tout simplement qui va rémunérer correctement pour le juste travail qui est fait par les cacaoculteurs, dont cette femme qui témoigne. Sur l'ensemble du prix qui est payé, on va considérer qu'on a à peu près 20%, maximum 15 à 20% qui va revenir aux agriculteurs. Il faudrait du coup qu'on passe plutôt à quasiment 25-30% pour commencer à avoir quelque chose qui peut avoir la marge de manœuvre et l'argent suffisant pour pouvoir correctement rémunérer les cacaoculteurs dans les différents contextes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, du coup, ça interroge, est-ce qu'on peut continuer à avoir le même prix de la tablette pour le consommateur? Qui peut faire des efforts là-dedans? On a la question des marges de manœuvre des entreprises, on a la question aussi de taxes qui sont plutôt plus importantes chez nous, la TVA notamment, que les taxes qui sont prélevées dans les pays de production. Donc on a en fait un certain nombre de sujets qui sont en discussion. On est légitime à se poser la question de la publicité. Comme je disais, ça peut représenter sur certaines tablettes 10%, peut-être plus en fait du prix final, ça n'est pas rien. Peut-être qu'on a été trop loin. Ça ne se dit pas qu'il faut tout expurger, mais quand ça commence à représenter autant que la matière première, est-ce que là, il n'y a pas là quelque chose qui devrait être mis en débat? Du coup, cet environnement de la publicité,
notamment à une époque où on est en plein dans la période de Pâques, où on est inondé sur Internet, à la télévision, à la radio, dans les journaux, où en fait on voit cette incitation à acheter toujours plus, à acheter telle tablette, tel produit, se poser la question peut-être de la sobriété, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de cet emballement ? Est-ce qu'on n'achèterait pas de toute façon ces produits parce qu'on en a envie ? Et est-ce qu'on peut descendre en partie cette surenchère ? La bonne nouvelle peut-être, c'est qu'aujourd'hui où les prix flambent comme jamais sur le marché mondial du cacao, où du coup il y a un coincement du côté du consommateur, où on a des défis majeurs en termes de changement climatique. C'est en ce moment que beaucoup d'acteurs privés de toute la chaîne, mais aussi les pouvoirs publics, sont en capacité de se mettre autour de la table parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, il faut essayer de sortir par le haut de cette situation et on ne peut plus garder quelque part le statu quo qu'on a connu jusqu'à présent. C'est maintenant qu'on s'ouvrir les discussions de fond pour déterminer l'avenir de ce secteur-là, dont on a besoin, et surtout les cacaoculteurs, pour assurer une production de long terme et durable. Et les industriels, des leviers, ils en ont, notamment grâce aux bénéfices énormes qu'ils dégagent. C'est le cas par exemple d'un groupe italien que tout le monde connaît. C'est ce que nous a expliqué Julie Stahl, c'est la déléguée générale de Commerce Équitable France. Ferrero, donc c'est Nutella, c'est Les Rochers, oui. c'est Kinder, c'est les Rochers. Ces 2 dernières années, ils ont fait 2,5 milliards de dividendes. Ouais. Ils se sont versés 2,5 milliards de dividendes. C'est absolument colossal. Et les producteurs qui sont à l'origine du cacao qui est utilisé dans leurs produits, ils ne se sont pas fait 2,5 milliards de dividendes. Comment une famille peut générer autant de richesses en exploitant la pauvreté des producteurs. Alors, cette misère, elle a un coût pour les pays en question. On l'a dit, le cacao rapporte beaucoup à la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi des coûts sociétaux. Sur 1 euro généré par le cacao en Côte d'Ivoire, 77 centimes sont dépensés pour lutter contre la déforestation, le travail des enfants et la pauvreté. Et pour finir, on a demandé à Christophe Alliot si la mauvaise rémunération des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, elle pouvait se comparer à celle de nos éleveurs en France. Je peux avoir envie de comparer une bouteille de lait. La différence avec le chocolat, qu'on vient de voir, c'est que le chocolat, il nécessite plusieurs étapes de transformation. Donc on aurait tendance à vouloir comparer à autre chose. Alors à quoi ? Peut-être un peu plus un yaourt, par exemple, qui a 2 étapes. Là, on va être dans quelque chose qui n'est pas très loin de ce qu'on a dans l'économie du cacao, du chocolat. On va se retrouver vers du peut-être 10%, 15% suivant les cas, sur du yaourt nature qui va revenir aux éleveurs, enfin le coût de la matière première. Sachant qu'en France, pour avoir travaillé dessus récemment, nos éleveurs n'en vivent pas. Ou en tout cas, disons-le autrement, ils n'en vivent que parce que nous mettons notre argent public de contribuables sous forme de subvention pour compenser le fait qu'ils ne vivraient pas de leur travail quasiment si on n'avait pas cet argent public. Et maintenant, on fait le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Eux n'ont pas cette chance-là. Ils n'ont pas un État qui a suffisamment d'argent, contrairement à nous. Ils n'ont pas la politique agricole commune européenne pour venir financer les agriculteurs. Ils n'ont pas d'autre choix que de vivre de leur travail. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est qu'on a quand même le même problème. Que ce soit nos éleveurs, nos agriculteurs, que ce soit ces cacaoculteurs, il y a un combat commun aujourd'hui. Il y a une même question qui est posée à la façon dont s'organise le système. Est-ce vraiment le plus efficace si on veut garantir la pérennité de nos campagnes, de leurs campagnes à eux, de leurs agriculteurs comme des nôtres ?